Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vais vous retrouver pour un nouveau Catulu, le Catulu hebdomadaire, où je vais vous parler des 3 dernières lectures qui m'ont accompagné lors de la semaine précédente. Petit aparté, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne depuis une petite dizaine de jours à peu près, je publie des shorts sur la chaîne, de toutes petites vidéos courtes, rigolotes, enfin j'essaye, j'essaye autant que faire se peut. Donc si vous n'avez pas encore été les voir, n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, c'est juste pour m'amuser parce que pour l'instant j'ai des idées et tant que j'ai des idées, j'y vais. Alors ce sont des vidéos courtes qui ont aussi rapport un petit peu à la lecture, parce qu'on est quand même sur une chaîne littéraire. Et c'est aussi pour rigoler, pour s'amuser, pour se détendre. Enfin bref, voilà, rassurez-vous, vous ne me verrez pas faire des trucs hyper artistiques. C'est surtout pour se mettre, pour rire un peu et pour se détendre. Donc surtout si vous avez des idées de shorts que vous souhaiteriez me voir réaliser, surtout n'hésitez pas et mettez-moi vos idées en commentaire et je verrai dans la mesure du possible si je suis en capacité de les faire, bien évidemment. Donc, cet aparté étant fait, je vais donc vous parler des romans qui m'ont accompagné la semaine précédente et on va commencer avec 3 sorcières de Terry Pratchett aux éditions de La Talente. C'est le tome 5 ou 6 des Annales du Disque Monde, je ne sais plus. Oh, la bouqueuse en carton, j'ai même pas vérifié. J'ai même pas vérifié avant de commencer la vidéo. Bref, si je pense, je vous le mettrai ici. Donc, j'ai repris la lecture de la saga des Annales du Disque Monde que j'avais commencé cet été pour l'été en série et que j'avais mis un petit peu entre parenthèses. Alors, non pas parce que je n'aimais pas, mais c'est surtout que je me suis dit, bon, j'avais autre chose à lire à la rentrée et je me suis dit, bon, allez, la semaine prochaine, je m'en lirai un. Et puis, bon, les semaines passent, les mois passent et je me suis dit, merde, ça fait longtemps que j'avais pas lu un roman de cette saga. Et donc, je me suis dit, allez, allons-y gaiement. Donc, c'est avec un certain bonheur que j'ai retrouvé un petit peu l'ambiance du Disque Monde. Et ici, on retrouve le personnage de Mémé Ciredutemps qu'on avait rencontré dans La 8e fille, qui était le tome 3, je crois. Donc, on retrouve donc Mémé Ciredutemps, complètement dans une autre époque. Le roi de l'encre vient de mourir. Il vient de mourir. Alors, non pas de vieillesse, mais il s'est un tout petit peu fait oxyre par un de ses proches. Et donc, il se retrouve nez à nez avec la mort. Il ne comprend pas bien ce qui lui arrive. Sauf quand la mort, dans sa grande mansuétude, lui explique de quoi il retourne. Et donc, du coup, le roi va hanter son château, mais il a quand même un petit peu peur pour sa descendance. Il avait un fils qui était un bébé qui a été sauvé in extremis par des gens de sa domesticité. Et ce domestique a donc fui avec le bébé dans les bras et il va donc rencontrer sur son chemin Mémé Ciredutemps et 2 autres sorcières. Il va donc lui balancer le paxon, le bébé, donc façon ballon de rugby. Et voilà donc Mémé Ciredutemps avec le bébé dans les bras. Elle est bien embêtée parce qu'elle ne veut pas s'occuper des affaires publiques, des affaires des autres personnes. C'est source d'emmerdement, Dixit Mémé Ciredutemps. Donc, elle prend la décision d'éloigner l'enfant pour le mettre à l'abri et d'éviter ainsi qu'il se retrouve nez à nez avec l'assassin de son père. Et elle va donc l'envoyer dans un endroit un peu particulier, sous la protection de certaines personnes qu'on apprend au fur et à mesure du récit. Sauf que, forcément, les affaires publiques ne vont pas laisser Mémé Ciredutemps et ses 2 acolytes tranquilles. Elles vont être peu ou prou obligées de se mêler un petit peu des affaires publiques. Et voilà, le décor est planté et on va suivre du coup cette histoire. Alors évidemment, j'ai adoré retrouver Mémé Ciredutemps, cette femme
bougonne, aigrie, mais qui a quand même bon fond, parce que voilà, elle aide quand même un petit peu son prochain, mais il faut quand même un petit peu la pousser un petit peu dans ses retranchements, la pauvre. Elle manie toujours aussi mal son balai. C'est quand même un comble pour une sorcière, me direz-vous, mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a toujours autant d'humour dans ses romans. Il y a aussi beaucoup de clins d'œil à des romans de fantasy que l'on connaît. Mais alors, évidemment, faut connaître un petit peu. Alors, c'est sûr que si vous débutez en fantasy, vous allez passer complètement à côté, mais vous allez quand même rire. Vous rirez quand même, parce que par moments, il y a des tournures de phrases qui sont extrêmement drôles. Moi, je me suis quand même surprise à pouffer de rire dans le tram en lisant ce roman. Et j'ai adoré retrouver cette ambiance, cet humour, ces personnages. Alors, on croise des nains, on croise des trolls, des sorcières, des balais récalcitrants, un menhir peureux. Oui, je sais, ça existe. Je vous jure, hein, bien souvent, on a l'image du menhir qui se laisse transporter sur d'Obélix, ou qui vole parce qu'Obélix s'en sert de javelot contre les Romains. Or, ici, le menhir est peureux et le menhir se planque dans un lac. J'avoue que j'ai beaucoup ri, et j'avoue que j'ai eu l'image pendant un moment de voir le menhir plonger dans le lac pour se planquer. Voilà, je vous laisse avec ça. Franchement, voilà, j'ai adoré retrouver cet univers, et je vais essayer de me fixer, peut-être pas un roman tous les 15 jours, mais au moins un roman tous les mois de cette saga. Parce que j'avoue que voilà, ça me détend, ça fait tout à fait le job. Ce sont des romans de fantasy, mais de la fantasy humoristique. Alors je sais que quelqu'un m'a demandé s'il y avait vraiment beaucoup d'humour. Non, enfin pour ma part c'est dosé. Voilà, il y a de l'humour, mais bon, on s'écroule pas de rire à chaque page. Ça reste quand même un roman de fantasy. Néanmoins, il y a quand même cette petite touche d'humour si caractéristique de cette saga. En tout cas, voilà, si vous voulez vraiment vous faire une idée, commencez. Lisez-en un et faites-vous votre propre idée, bien évidemment. Voilà. Alors, je vais prendre une petite gorgée de thé. Jamais un Catullus sans une tasse de thé, franchement. Ah, non, d'un chien, ça lui vient. Ah. Alors, ensuite, on poursuit dans les sagas. J'ai donc poursuivi ma lecture d'Inheritance Game, le tome 2 de Jennifer Lynn Barnes aux éditions Pocket Jeunesse. J'avais écouté le tome 1 en audio grâce à Ned Gallet, et je m'étais surprise à adorer. Pourtant, je suis pas young adulte pour de rond. Néanmoins, là, on est quand même dans un espèce de Cluedo, pas de Cluedo géant, mais de romans à énigmes. Il y a une enquête, il y a des secrets, il y a des complots, il y a des rebondissements. Et ici, dans le tome 2, alors, je vous fais un petit résumé du tome 1. On fait la connaissance d'Avery Grumps, qui est une jeune femme un petit peu sans le sou. Elle vit dans sa voiture, sa mère est décédée il n'y a pas tellement longtemps, et c'est sa sœur aînée qui s'occupe un petit peu d'elle. Jusqu'au jour où elle apprend qu'elle est l'héritière d'une des plus grosses fortunes du pays, si ce n'est la plus grande fortune du pays, à savoir l'héritière de Tobias Hawthorne. Et le testament stipule que Avery, si elle veut hériter de la totalité de la fortune de cet homme, doit passer 1 an dans le manoir Hawthorne sans qu'il lui arrive des bricoles. Alors pourquoi je dis sans lui arriver des bricoles? Parce que la famille Hawthorne, c'est une famille à emmerde. C'est un aimant à emmerde, cette famille. Il y a les trois petits-fils de Tobias Hawthorne qui vivent dans le manoir. Alors, forcément, hein, il y en a 2 qui sont des gravures de mode, bien évidemment, avec les abdos saillants, les biceps fringants, la barbe fraîchement rasée de près, n'est-ce pas? Bon, voilà, il y a voilà, où la pauvre Avery, elle a les hormones en ébullition quand elle se trouve en compagnie de ces 2 jeunes hommes.
Le troisième est un petit peu... il est décrit de façon moins sexy, mais un peu plus... il est un peu plus... Enfin, il est plus caractérisé par son intellect que par son physique. Alors non pas qu'il soit moche comme un pou, hein, mais il est plus caractérisé par son intelligence, enfin par sa capacité intellectuelle que par son physique. Alors non pas que les deux autres soient cons comme des manches à balai, hein. Loin de là, mais c'est quand même un petit peu leur physique qui est un peu plus mise en avant. Donc il y a un petit peu de romance, hein, il y a un petit peu un triangle amoureux, parce que sans ça, ce serait pas un roman de young adulte. Mais moi, ce qui me plaît dans cette saga, c'est les énigmes à tiroir. Parce que le vieux Tobias, il avait une manie, c'est de créer des jeux de pistes pour sa famille, pour ses petits-enfants, pour ses petits-fils. Et là, son testament est un jeu de pistes à n'en plus finir. À chaque fois qu'il pense avoir trouvé la solution, il y a une autre énigme qui leur tombe sur le coin du museau avec un autre mystère à résoudre. Et on va comme ça de rebondissement en coup de théâtre. On se dit, mais est-ce que ça va se terminer un jour? Et là, je sais que le tome 3 va sortir incessamment sous peu. S'il n'est pas déjà sorti d'ailleurs. Bon, je crois qu'il sort cette semaine, le tome 3. Et là, pour être tout à fait honnête avec vous, à la fin du tome 2, quand j'ai refermé le tome 2, je me suis dit, bon, là, on en est arrivé à un certain stade de l'histoire où on aurait très bien pu s'arrêter là. On pourrait très bien s'arrêter là. Bon, évidemment, tous les mystères ne sont pas encore totalement résolus, mais je me dis, qu'est-ce que l'autrice va imaginer dans le tome 3 pour être à la hauteur des 2 premiers tomes? Parce que là, franchement, je me dis qu'à la fin du tome 2, on a peut-être, à mon sens, fait le tour de ce qui pourrait arriver au personnage. Donc, je suis franchement extrêmement curieuse et j'avoue avoir un petit peu les miches vis-à-vis de ce tome 3, parce que j'espère très sincèrement que ça ne va pas se terminer en peau de banane. Qu'on ne va pas glisser sur une peau de banane et qu'on ne va pas être déçu par ce tome 3, parce que franchement, les 2 premiers tomes étaient excellents. Moi, j'ai beaucoup aimé, j'étais à fond dans ma lecture. J'ai dévoré ce tome 2 comme j'ai dévoré le tome 1. Et pourtant, c'est du young adulte. Et pourtant, qui n'est pas mon genre de prédilection. Et pourtant, il y a de la romance. Et pourtant, vous savez, comme j'apprécie assez peu la romance pour la romance. Mais là, j'avoue que ça s'inscrit bien dans le récit. Ça tombe pas comme un cheveu sur la soupe. Et bon, Avery, elle a quand même l'intelligence de pas défaillir de joie quand elle aperçoit des abdos. Voilà. Tout ça pour vous dire que j'aime beaucoup ce tome 2, mais j'ai des attentes pour le tome 3. J'ai beaucoup d'attentes pour le tome 3. J'espère ne pas être déçue par le tome 3. En tout cas, voilà, si vous aimez les romans à énigmes, si vous aimez faire fonctionner vos petites cellules grises en même temps que les personnages du roman, eh ben, allez-y, cette série de romans est faite pour vous et vous allez passer un excellent moment. Alors voilà pour les romans papier, enfin papier numérique, hein. Enfin, je vais terminer cette vidéo avec un roman audio que j'ai pu écouter la semaine dernière grâce à Ned Gallet, évidemment. C'est le dernier roman de Maud Ankawa que j'avais vu chez Madame Chachali, chez Angie. De la chaîne Madame Chachali, hein, si vous ne la connaissez pas. Je vous encourage vraiment à venir à aller la découvrir parce que c'est une jeune femme extrêmement pétillante qui ne se prend pas au sérieux et qui a une vraie sensibilité. C'est pas une sensibilité feinte pour faire pleurer dans les chaumières, c'est une sensibilité vraie. Et elle peut me faire pleurer de rire comme elle peut me faire pleurer tout court, des fois. Donc voilà, je vous encourage vraiment à aller découvrir. Et elle fait des réels sur Instagram de gueudin. Franchement, moi, mes shorts à côté, c'est du pipi de chat, hein.
Franchement, elle a vraiment un réel talent de mise en scène. Bref, donc j'ai découvert l'autrice sur la chaîne de Madame Chachali. Et donc quand j'ai vu que le dernier roman de l'autrice était disponible en livre audio sur NetGalley, je me suis donc précipitée pour découvrir ce que pouvait proposer l'autrice. Donc son dernier roman s'intitule « Plus jamais sans moi ». Il est édité aux éditions Erol. Et ce roman met en scène Constance, qui est une jeune avocate qui s'apprête à signer un contrat chez un des plus prestigieux cabinets d'avocats. Parce que jusqu'à maintenant, elle travaillait dans un autre cabinet d'avocats avec son petit ami, Lucas, avec qui elle entretient une liaison depuis plusieurs années. Il lui promet monts et merveilles, il lui promet de quitter sa femme pour vivre avec elle, pour vivre enfin pleinement leur amour. Le problème, c'est qu'il ne le fait jamais. Il lui consacre que très peu de temps, il a toujours des bonnes excuses pour éviter de passer du temps avec elle, et il en profite pour garder le contrôle et la garder sous sa coupe. Donc quand elle lui annonce qu'elle quitte son cabinet pour aller travailler dans un autre cabinet d'avocats, autant dire qu'il fait un peu la tronche. Il le prend assez mal. Et donc dans ce nouveau cabinet d'avocats, il y a une clause dans ce contrat qui est une période. Comment on dit, c'est pas une période d'observation, oui, j'ai plus le terme qui vient, mais une espèce de période probatoire de 3 mois. Et on lui propose de tirer un papier au sort pour savoir quelle va être sa période d'observation. Et Constance va donc cheminer sur le chemin de Compostelle afin de faire son pèlerinage jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, pour une pure citadine qu'elle est, autant vous dire que c'est une montagne infranchissable. Elle se dit que ça a été quand elle a signé, ça a été une grosse connerie, que même si c'était son rêve d'intégrer ce cabinet d'avocats, ce qu'on lui propose comme période d'observation est totalement, c'est idiot, ça n'a absolument aucun intérêt, ils n'ont absolument pas le droit de faire ça, enfin bon bref. Elle se met dans tous ces états juste avant de partir, et elle se dit qu'elle va faire... Elle leur doit une semaine de préavis avant de rompre le contrat. Donc, elle se dit, je vais faire le chemin de Compostelle pendant une semaine et après, hasta la vista, baby. Donc, ses amis l'encouragent grandement à faire ce périple parce qu'ils estiment que ça va mettre de la distance entre elle et Lucas, parce qu'ils sont convaincus, ils essayent tant bien que mal de lui faire comprendre que cette relation avec Lucas est extrêmement toxique pour elle et que ça ne lui apportera jamais rien de bon. Donc, ils l'encouragent grandement à faire ce périple. Et sous les encouragements de ses amis, elle commence donc à faire son pèlerinage et à s'en aller sur les chemins de Compostelle. Là, elle va rencontrer d'autres pèlerins, avec qui elle va lier connaissance et cheminer jusqu'à Saint-Jacques. Et on va la suivre pendant tout son périple. Alors, autant vous dire que Constance, au début du pèlerinage, elle est un peu l'archétype de la Parisienne pur jus. À savoir qu'elle prend dans son sac à dos beaucoup plus que ce qu'il lui faut. Alors pour elle partait une semaine, donc elle partait avec une semaine de fringues, des tenues de soirée. Alors quand j'ai entendu ça, j'ai dit mon Dieu, mais qui aurait l'idée d'emmener des tenues de soirée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle à part Kim Kardashian? Franchement, je dis mais c'est ridicule, ma pauvre fille. Et voilà, dormir dans un gîte avec des douches et des toilettes collectives, mon Dieu, mais quelle horreur! Commencer à coucher avec coucher avec tout le monde, avec des gens qu'elle ne connaissait pas. Enfin bref, elle était vraiment une connasse. Je me suis dit, c'est vraiment une connasse quand même au début. Et puis, au fur et à mesure du récit, on apprend à la connaître. Elle se dévoile un peu plus. Et finalement, on apprend quand même, c'était tout ce qu'elle montrait de superficialité au début du roman, et ben ça s'efface, c'était vraiment une façade. Et on voit bien que c'est une jeune femme qui a énormément de qualités.
Et donc, dans les romans de Maud Ankawa, on a beaucoup de messages de développement personnel. On a beaucoup de conseils sur le développement personnel. Or là, le thème principal du roman, c'était comment se sortir d'une relation amoureuse toxique. Par le biais d'autres personnages, on nous explique que si vous voulez vous sortir de cette situation, il suffit de faire ça. Alors, j'ai trouvé qu'à certains moments, c'était plus facile à dire qu'à faire. Hein. C'était des conseils peut-être un petit peu moralisateurs. Ça m'a un petit peu gênée, parce que franchement, si c'était aussi facile que ça, eh ben, on n'aurait pas besoin de coach de vie, on n'aurait pas besoin de livres sur le développement personnel, et puis personne n'aurait de problème. Donc, mais bon, il y a des choses que j'ai trouvées quand même intéressantes, notamment quand un des personnages disait que le corps pouvait nous envoyer des signaux d'alarme quand on n'allait pas dans la bonne direction, quand on allait dans des directions qui ne sont pas bonnes pour nous, notamment quand on se mettait à avoir des douleurs du jour au lendemain. Des douleurs chroniques hein, qui étaient extrêmement invalidantes au quotidien. Et voilà, on nous explique quand même que ces douleurs sont un signal d'alarme de notre corps qui nous dit « Attention, va pas par là, tu vas droit dans le mur ». Et pour l'avoir vécu moi-même il y a quelque temps de ça, je me dis oui, effectivement, c'est vrai, le corps nous envoie des signaux d'alarme. Et il y a des fois, on est tellement pris dans nos problèmes, dans notre quotidien, on a tellement la tête prise, le cerveau pris par autre chose, que le corps, il dit ouh, non, va pas par là, surtout va pas par là. Et il y a le corps qui essaie de nous ramener sur le droit chemin. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. La fin m'a beaucoup touchée. Le texte qui a été lu par Charlie Chaplin le jour de son 70e anniversaire m'a énormément parlé. Alors, je vais vous raconter aussi une petite anecdote. J'ai écouté ce passage-là, c'est en toute fin de roman. J'ai écouté la fin de mon roman quand je suis partie faire ma sortie course à pied. Et il me restait quoi peut-être même pas 1 heure d'écoute. Donc, je me suis dit, je vais finir mon bouquin en allant courir. Et évidemment, voilà, à la fin, on nous a lu ce texte qui avait une importance particulière pour Constance à la fin de ce roman. Et le texte qui a été lu a été extrêmement touchant. Ça m'a énormément parlé de par ma situation personnelle, forcément. Et j'ai commencé à... J'ai versé quelques petites larmounettes. Alors voilà, imaginez la scène. Je suis en train de courir, je suis en train à moitié de chialer ma race. Et je vous laisse un petit peu imaginer ce que les gens ont pu penser quand ils m'ont croisé en train de courir et à moitié en train de chialer. Ils se sont dit, merde, elle est en train de souffrir. Oui, c'est vrai, mais pas que. Heureusement, il faisait nuit, donc ça s'est pas trop vu. Mais je vous laisse un petit peu imaginer l'état de la personne en train de courir et à moitié en train de chialer parce qu'elle écoutait quelque chose d'extrêmement émouvant. Voilà. Mais j'ai beaucoup aimé la plume de l'autrice. J'ai beaucoup aimé la façon dont elle a construit ses personnages. Ça m'a vraiment donné envie de lire ses autres romans, que ce soit en audio ou en papier. Mais voilà, il y a quand même certains passages qui m'ont semblé un peu lourds et un peu moralisateurs. Cela étant, j'ai passé un excellent moment avec Constance. Et voilà, le fait de se lancer des défis, de se lancer des challenges pour sortir de sa zone de confort, que ce soit des challenges intellectuels ou des challenges physiques, que ce soit, voilà, par exemple, se lancer dans un marathon ou dans un semi-marathon quand on n'a jamais couru de sa vie, par exemple, histoire de se dire qu'on est capable de le faire. Ça permet, voilà, ce genre de challenge, ça permet clairement de prendre confiance en soi, surtout quand on met tous les moyens pour y arriver. Dans une préparation de marathon ou de semi-marathon, il y a des fois où c'est plus dur, il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres. On se dit qu'on n'y arrivera jamais. On est en souffrance physique parce que on a des courbatures, on se fait du mal. Mais quand le jour de la course arrive, je pars moi, j'ai pas fait semi-marathon ni de marathon, j'ai fait que des 10 km jusqu'à maintenant. Mais franchement, quand on arrive après une préparation, quand on arrive le jour de la course, qu'on savoure
qu'on savoure cette course, qu'on va jusqu'au bout et qu'on franchit cette fichue ligne d'arrivée, et ben, je peux vous dire qu'on est hyper satisfait, on est hyper fier de soi. Je peux vous dire que l'estime de soi et la confiance en soi, à ce moment-là, elle est énorme. Ça, vous avez une vague là qui vous arrive et vous vous dites que plus rien ne peut vous arrêter. Et franchement, c'est une sensation qui est géniale, enfin, que j'espère que vous vivrez, que vous avez déjà vécu ou que vous vivrez un jour, parce que franchement, c'est quelque chose qui vous rebooste à mort. Et voilà, le roman, voilà, tout ce que vit Constance dans ce chemin de Compostelle peut vous parler de cette situation et peut peut-être vous encourager vous aussi à aller au-delà de ce que vous pensez être capable de faire et de sortir de votre zone de confort. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains de ces romans et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu la semaine précédente. Vous savez que j'adore vous lire et que j'adore discuter avec vous. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Vous savez que c'est hyper important pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle semaine, de très très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!